Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. C'est une audition qui était prévue bien avant qu'éclate le scandale des Paradise Papers, cette affaire qui met en exergue les systèmes légaux, fiscaux, qui sont mis en place par de nombreuses grandes fortunes et multinationales afin d'échapper à l'impôt national. Mais c'est bien sûr un contexte sur lequel s'est exprimé hier Pierre Moscovici lors de son audition devant les sénateurs des commissions des finances et de la commission des affaires européennes. Le commissaire aux affaires financières et économiques à l'offensive qui estime que la transparence doit devenir la règle, qui veut la mise en place d'une liste noire des paradis fiscaux en 2017 et que tout pays qui serait sur cette liste soit sanctionné, et qui estime que l'Union européenne, c'est l'échelon auquel il faut agir puisque les problèmes de fraude et d'évasion fiscale sont mondiaux. Le règlement ne peut pas être simplement national. Voyez donc tout de suite cette audition de Pierre Moscovici. Monsieur le Président Bizet, cher Président de la Commission des Affaires européennes, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au Sénat Pierre Moscovici, qui occupe, vous le savez tous, mais je vais le rappeler tout de même, le poste de commissaire responsable des affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes au sein de la Commission européenne. Les nouvelles révélations des Paradise Papers sur les paradis fiscaux et la finance offshore montrent, monsieur le commissaire, une fois de plus, la nécessité d'une coopération renforcée au plan international et au plan européen pour lutter contre les stratégies sans cesse renouvelées d'optimisation fiscale. Et alors que nous attendons prochainement la publication de la liste européenne des paradis fiscaux, vous pourrez sans doute nous en dire plus sur les résultats du Conseil ECOFIN d'aujourd'hui. Parmi les autres sujets d'actualité figure l'examen du projet de budget 2018 de la France par la Commission européenne. L'avis définitif de la Commission européenne doit être rendu le 22 novembre prochain. C'est donc maintenant très bientôt. Or, des demandes de précision sur le respect des efforts budgétaires prévus ont été adressées au ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, tandis que notre commission des finances entame l'examen du PLF 2018. Il sera intéressant d'en savoir davantage sur les attentes de la Commission européenne vis-à-vis de la France et sur l'appréciation que vous portez à la trajectoire budgétaire proposée par le gouvernement. Monsieur le commissaire, après le propos introductif de mon collègue le président Bizet, vous aurez la parole pour une brève intervention liminaire. S'en suivront les questions des sénatrices et sénateurs présents, l'objectif étant de favoriser autant qu'il est possible l'interactivité tout au long de cette audition. La parole à Jean Bizet. Merci, Monsieur le Président de la Commission des finances. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir à nouveau aujourd'hui, Monsieur le Commissaire, pour cette audition commune avec la Commission des finances. À la veille de la discussion budgétaire au Sénat, il était très important d'inscrire nos débats dans la perspective européenne. L'exercice du semestre européen doit permettre d'assurer la coordination indispensable des politiques économiques et budgétaires des États membres. Et alors que s'ouvre un nouvel exercice du semestre européen, nous serons intéressés de connaître le bilan que vous tirez de l'exercice précédent, plus particulièrement en ce qui concerne les recommandations pour la France. Vous avez en outre demandé un complément d'information sur les budgets, sur les projets de budget 2018 de 5 pays de la zone euro, dont précisément à nouveau la France. Pouvez-vous nous expliquer les demandes de la Commission à l'adresse de notre pays ? Au-delà, nous sommes attentifs aux prévisions économiques que la Commission européenne doit dévoiler prochainement. Que pouvez-vous nous en dire ? Je souhaite aussi vous interroger sur l'avenir de l'Union économique et monétaire. Le Sénat a beaucoup travaillé sur ce sujet. Ce fut en lien avec la Commission des finances l'un des axes de réflexion du groupe de suivi sur le Brexit et la révision de l'Union européenne conjoint avec la Commission des affaires étrangères.
Nous avons insisté sur l'achèvement de l'union bancaire, sur la convergence fiscale et sociale, qu'a rappelé tout à l'heure le président Eblé. Nous avons aussi examiné différentes pistes pour un budget de la zone euro et mis en avant les contours d'un fonds monétaire européen. C'est un sujet qui a été abordé aussi par le président de la Bundesbank lors de son allocution devant, je dirais, l'ambassade d'Allemagne, devant un certain nombre de banquiers parisiens la semaine dernière. Nous avons enfin proposé un renforcement du pilotage exécutif avec l'organisation systématique des sommets de la zone euro, un coordonnateur politique qui présiderait l'Eurogroupe. L'association des parlements nationaux est en outre à nos yeux une priorité, ce qui pourrait passer par une modernisation de la conférence de l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, qui, à en croire ce que l'on en dit, je dirais, n'a pas que des qualités. Dans son discours sur l'état de l'Union, le président Juncker a rappelé que l'euro avait vocation à devenir la monnaie unique de toute l'Union européenne et proposé la création d'un instrument d'adhésion à l'euro sur lequel vos précisions seront les bienvenues. Nous ne voudrions pas revoir se multiplier les exemptions type britannique, bien évidemment. Il a également encouragé tous les États membres à rejoindre l'union bancaire et proposé différentes pistes pour renforcer la zone euro. L'Eurogroupe a lui-même débattu de ces questions en début de semaine. Nous serons intéressés de connaître vos analyses. Enfin, je relève sa suggestion d'introduire le vote à majorité qualifiée sur les décisions concernant l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés. C'est un sujet qui tient beaucoup à cœur notre collègue Lamassoure. Et j'avoue que ce serait une avancée extraordinaire que sur des questions, je dirais, financières, on puisse arriver à ce vote à la majorité qualifiée. Même problématique sur la TVA, et puis une fiscalité juste pour l'industrie numérique et la taxe sur les transactions financières sont des sujets sur lesquels la Commission des affaires européennes et la Commission des finances, nous sommes particulièrement attentifs. Quelle est votre appréciation sur l'état d'avancement, monsieur le commissaire, de l'ensemble de ces dossiers? Merci, messieurs les présidents. Vincent Eblé et Jean Bizet, je vais commencer par vous remercier de votre invitation, quelques semaines après le renouvellement d'une partie de votre Assemblée. Je félicite ceux d'entre vous qui font leur rentrée au Sénat ou qui voient leur mandat renouvelé, et je suis heureux de retrouver les autres. J'ai un mot particulier pour Vincent Eblé, que je félicite de sa nouvelle fonction à la tête de cette commission des finances. Et j'en profite pour lui dire ce que je vous ai déjà dit, président Bizet, à savoir que pour ma part, je trouvais tout à fait important que le commissaire en charge des affaires économiques et financières, également de la fiscalité de l'Union douanière, par ailleurs commissaire français, puisse venir s'exprimer devant vos commissions de manière régulière. J'ai coutume de dire que le minimum, c'est sans doute 2 fois par an, aux 2 étapes du semestre européen, au début et à la fin, mais qui dit minimum dit aussi qu'on peut aller plus loin. Et moi, je suis naturellement à la disposition de vos commissions pour venir ici expliquer, défendre, débattre de ce qui doit l'être. J'arrive en effet, Monsieur le Président Bizet, de réunions qui se sont tenues hier après-midi et aujourd'hui de l'Eurogroupe, qui a débattu pour beaucoup de l'Union économique et monétaire, dans un format original. Nous ne l'avons pas seulement fait à 19, nous l'avons fait à 27, parce que nous considérons que l'euro est certes une monnaie partagée par certains, mais que c'est aussi l'affaire de tous, et comme l'a dit le président Juncker, l'avenir de toute l'Europe. Et puis, aujourd'hui, le Conseil ECOFIN, où nous avons eu quelques débats fiscaux, notamment sur la liste noire des paradis fiscaux, dont je vous dirai quelques mots un peu plus tard. Notre rencontre se déroule dans un contexte unique, qui est celui d'une fenêtre politique qui s'ouvre, enfin, si j'ose dire, pour faire avancer l'Europe. Plusieurs facteurs viennent en effet se combiner. Quand j'étais venu ici il y a 1 an, le débat que nous avions était placé sous l'ombre menaçante des populismes. Oh, les populismes n'ont pas disparu. Si on regarde les élections récentes en République tchèque, en Autriche et même en Allemagne, où on a vu un parti d'extrême droite revenir pour la première fois au Bundestag depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit que le populisme n'est pas une réalité derrière nous. Mais le populisme a aussi perdu des batailles décisives, à commencer par la grande bataille de France, où
un président pro-européen a été élu. Et justement, le président Macron a pris le parti de parler d'Europe avec force, avec ambition, notamment lors de ses discours de l'APNIX à Athènes et de la Sorbonne. Et ça participe incontestablement à créer une dynamique pour faire avancer notre continent. Il ne s'agit pas d'adhérer à tout, mais il s'agit de reconnaître que quand la France parle haut, fort et avance, ça a incontestablement un impact. Et il se trouve que cette initiative rencontre d'autres partenaires, à commencer par la Commission européenne, à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir, qui se veut politique, qui se veut félicitatrice. Et vous avez cité le discours de Jean-Claude Juncker devant le Parlement européen, le discours sur l'état de l'Union, le 13 septembre. Et vous avez noté que la Commission Juncker a manifesté des adaptations, des évolutions sur des dossiers comme l'application des règles budgétaires. Nous ne sommes pas pour l'austérité ou pour la punition, sur la fiscalité, où nous luttons avec acharnement contre la fraude et l'évasion fiscale, sur la défense, sur le commerce ou sur les investissements. Beaucoup reste à faire, notamment dans le champ d'action qui est le mien. Chaque mois sera un mois utile dans la préparation des élections européennes de 2019, mais la Commission est là. Enfin, je citerai la situation en Allemagne, où une nouvelle donne politique se met en place. Je sais qu'elle suscite des interrogations, mais je vous invite vraiment à faire confiance à la fibre européenne de nos amis allemands et au sens des responsabilités de la chancelière Angela Merkel. Les négociations pour former une nouvelle coalition ne vont pas être simples. Je suis demain à Berlin, où j'ai le privilège de rencontrer à la fois le leader des Verts, le chef des libéraux, mon ami Wolfgang Schäuble au Bundestag, également le nouveau ministre des Finances Altmaier et le ministre des Affaires étrangères Sigmar Gabriel. J'aurais donc vu toute la palette. Mais je suis tout à fait persuadé qu'à Berlin prévaudra une orientation clairement pro-européenne. J'ai cité Paris, Bruxelles, Berlin. C'est le triangle d'or à partir duquel, ça ne suffit pas, peuvent être prises des initiatives importantes pour l'Europe, et je crois que nous pouvons le faire. Enfin, et je réponds là, Monsieur le Président Bizet, à votre question sur les prévisions, je présenterai les prévisions de la Commission européenne jeudi matin. Je ne peux donc pas vous donner les chiffres. Mais il y a un contexte, et je veux vous indiquer clairement l'orientation. Les indicateurs économiques sont incontestablement au vert en Europe, et ça nous donne une marge de manœuvre politique nouvelle. Je peux déjà vous dire que les 5 années de reprise molle que nous avons connues sont derrière nous et font place à une croissance soutenue qui sera en 2017 supérieure à 2%, qui sera au moins au niveau de la croissance américaine. J'ajoute à ça que cette croissance n'est plus réservée à certains États hors zone euro, qu'elle est étendue à tous les États européens, à tous les États de la zone euro, qu'il n'y a plus de divergence entre le reste de l'Europe et la zone euro, ce qui permet aussi des créations d'emplois sans précédent. Alors, je sais que le taux de chômage reste beaucoup trop élevé, c'est dû aussi à l'augmentation de la population active, mais nous avons aujourd'hui un nombre record d'emplois dans l'Union européenne. Ça n'est jamais arrivé, nous sommes revenus au-dessus des niveaux d'avant la crise en 2008. Et évidemment, dans ce contexte, les finances publiques s'améliorent, les déficits se réduisent, même si il reste un point de fixation quand même sur lequel toute mon attention est attirée, qui est le niveau de la dette publique qui reste trop élevé. Voilà le paysage. Il est incontestablement suivi d'une amélioration dont la Commission estime qu'elle devrait être durable. Sur les 2 prochaines années, dans les prévisions que je présenterai, nous prévoyons que la croissance reste assez élevée, pas forcément au niveau de 2017. Là, on a une embellie assez surprenante en vérité, mais à un niveau tout à fait convenable. Donc, la crise de la zone euro se termine et ouvre un nouveau chapitre du cycle économique. Et si vous ajoutez ces facteurs objectifs aux facteurs politiques que j'évoquais pour commencer, oui, il y a sans doute une fenêtre d'opportunité qui est ouverte. Alors, cette fenêtre d'opportunité, elle est d'abord pour la zone euro, pour l'union économique et monétaire. Dans moins d'un mois, début décembre, la Commission va présenter plusieurs initiatives pour approfondir l'UEM et pour définir un chemin jusqu'en 2025. Dans la foulée, un sommet zone euro, c'est-à-dire une réunion des chefs d'État et de gouvernement consacrée à la zone euro, va se tenir. Ce sera le premier en 2 ans.
pour définir une commune et pour donner une direction politique claire à la Commission. Et en juin 2018, un autre sommet aura lieu qui viendra clore la séquence et qui, là, adoptera ou doit adopter une feuille de route 2025 pour la zone euro, avec bien sûr des mesures à prendre tout de suite, rapidement, sans traité, d'autres qui peuvent demander des changements de traité. C'est maintenant que la partie se joue. Je ne vais pas développer ce point en détail car le président Eblé m'a demandé de faire une intervention brève. Je pourrais le faire. Je veux dire simplement que la zone euro, à mon sens, souffre de deux déficits. Je ne parle pas des déficits budgétaires. Il y a d'abord un déficit qui est un déficit d'efficacité. Nous devons avoir des économies plus compétitives, plus performantes, plus productives, plus équitables que ce n'est le cas aujourd'hui. Et nous conservons encore, même si ça s'améliore, un déficit d'investissement. Le deuxième déficit, c'est un déficit démocratique. La zone euro reste une structure méconnue, un peu gazeuse à certains égards, difficile à expliquer et surtout pas contrôlée. Les décisions se prennent à l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, c'est une réunion de 23 ministres, plutôt 19 ministres plus 4 personnalités qui appartiennent aux différentes institutions, le Fonds monétaire international, quand il s'agit de la Grèce, la BCE, le MES et la Commission, je représente la Commission, sans aucun contrôle. Là, j'imagine, nous sommes filmés. Non, l'Eurogroupe, rien, jamais, et on ne sait pas ce qui s'y passe. J'ai la faiblesse de penser, par attachement à la démocratie, que quand une institution est contrôlée par d'autres, les décisions qu'elle prend sont meilleures et sont surtout différentes quand elle échappe à tout contrôle. Alors, pour répondre à ça, le triptyque que nous envisageons, c'est d'abord un budget de la zone euro pour répondre au déficit d'efficacité, budget qui peut être un budget tourné vers l'investissement ou vers la lutte contre le chômage, les deux, bien sûr, n'étant pas exclusives. C'est ensuite la création d'un poste de ministre des Finances de la zone euro, qui devrait être, dans notre idée, aussi le commissaire en charge des affaires économiques et financières. Ce n'est pas une question personnelle, mais c'est une question fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permettra le contrôle parlementaire, le contrôle du Parlement européen d'abord, mais aussi l'implication plus importante des assemblées des différents États membres. Dans ce contexte, la France a un agenda ambitieux. Il faudra que cet agenda se précise encore, s'approfondisse pour contribuer à convaincre les autres capitales européennes. Et il faudra que la France mette toutes les chances de son côté. Pour cela, elle devra se montrer exemplaire sur le front des finances publiques. Pour être une voix crédible, en particulier auprès de notre grand voisin d'outre-Rhin. Ne pensons pas qu'il y a je ne sais quel affaiblissement à Berlin, ce serait une erreur vraiment d'analyse. La France doit renouer avec l'exemplarité budgétaire. Être exemplaire chez soi, c'est ce qui permet d'être fort auprès des autres. Et comme l'Espagne, elle doit retrouver toute sa place dans un club où désormais 17 États membres sur 19 ont leurs finances publiques en ordre. Pour le dire de manière plus technique, je souhaite, et je pense que c'est possible, que la France sorte de ce qu'on appelle la procédure de déficit excessif en 2018. Mais pour ça, il faut être en dessous de 3% et en 2017 et en 2018. Voilà les éléments de cadrage que je voulais donner avant d'aborder deux sujets brièvement. D'abord les échéances budgétaires de l'automne et puis je crois aussi utile de vous donner quelques éléments sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale au regard des scandales, les Paradise Papers, le dernier en date qui frappe l'opinion à juste titre, qui la choque, qui la révulse, qui donne le vertige, qui donne le tournis. Parce que ce qui se révèle là, c'est tout un système d'opacité qui apparaît au grand jour et qui est un système. Je le dis, ce n'est pas des situations fortuites ou individuelles, c'est plus élaboré que cela. D'abord, les échéances budgétaires de l'automne. La Commission, vous l'avez dit, Monsieur le Président, va rendre ses opinions sur les projets de budget nationaux le 22 novembre, après les avoir examinés selon la méthodologie européenne usuelle. À ce stade, je ne peux partager avec vous donc qu'une première réaction ou analyse. Pour ce qui concerne l'année 2017, le projet de budget confirme l'intention des autorités françaises de respecter l'engagement du retour sur 3% de déficit public. C'est bien sûr une bonne nouvelle, parce que c'est une étape nécessaire vers la sortie de la France de la procédure de déficit excessif. Cela pourrait être décidé, il faut retenir cette date, au printemps 2018, sur la base des chiffres définitifs pour 2017 et des données prévues pour 2018-2019. Pourquoi ?
Parce que dans les règles, il est précisé que la correction doit être durable. Il ne suffit pas de passer une fois sous 3%, il faut que ce soit une correction durable. Le projet de loi de finances 2018 affiche aussi une intention de poursuivre l'assainissement des comptes publics. En ce sens, lors de sa rencontre le 16 octobre avec le Premier ministre à la Commission, Jean-Claude Juncker a accueilli de manière très positive l'annonce des engagements budgétaires de la France, ainsi que les progrès faits sur le front des réformes structurelles. Mais attention, une fois qu'on passe sous 3%, les règles européennes applicables, c'est ce qu'on appelle le bras préventif du pacte, ne sont pas plus faciles que celles qui s'appliquent quand on est au-dessus de 3%, c'est le bras correctif. Pour 2018, si la France, comme je le crois, entre dans le bras préventif, puis sort de la procédure pour déficit excessif, on va entrer dans une logique différente. 3%, c'est mon message, n'est pas une limite. Nous sommes le seul pays aujourd'hui en Europe où on parle des 3%, il faut être au-dessus, il faut être au-dessous. La moyenne des déficits dans l'Union européenne est plus près de 1% que de 3%. Le vrai problème n'est pas seulement de réduire le déficit nominal, c'est de réduire le déficit structurel, celui qui fait baisser la dette publique, celui qui est indépendant des données conjoncturelles. Une fois sous les 3%, ce sont nos règles. Le déficit budgétaire doit continuer à baisser, et j'ajoute à baisser fortement. Et donc il faut vraiment changer un peu la focale. Oui, les 3%, ça va être, j'espère, de l'histoire ancienne, mais un autre challenge commence. De ce point de vue-là, je vais évoquer les moindres recettes liées à la décision du Conseil constitutionnel sur la taxe à 3% sur le dividende. Elles ne seront pas prises en compte dans l'effort structurel parce que c'est un impact ponctuel. C'est ce qu'on appelle un one-off, dès lors que la France sera sous 3%. Ça n'autorise pas pour autant la France à passer au-dessus de 3%, ni en 2017, bien sûr, ni au-delà, si la France souhaite voir cette procédure pour déficit excessif abrogée. Il est trop tôt pour savoir à ce stade sur quelle année cet impact sera comptabilisé. Ça ne dépend pas d'ailleurs de la Commission européenne, ça dépend d'un organe indépendant qui s'appelle Eurostat, qui se prononcera le moment venu en 2018. Notre système de règles, défini par les États membres eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, renforcé durant la crise, donne un rythme de référence pour les pays à dette publique élevée, dont la France ferait partie. Je rappelle que la dette publique française tangente les 100% du PIB et qu'elle sera en 2022 toujours au-delà de 90% du PIB, alors que la dette de l'Allemagne sera ramenée en dessous de 60%. Il faut avoir ces données aussi en tête. Le rythme de réduction du déficit structurel qui est prévu par nos règles, c'est de 0,6% du PIB par an d'effort. C'est beaucoup plus que ce que prévoit le budget 2018, 0,1. C'est plus que ce que prévoit la loi de programmation sur le quinquennat. Nos règles sont souples. Ça, j'y ai toujours veillé. Je crois beaucoup à la flexibilité, davantage qu'à la contrainte qui est souvent stupide. Elles autorisent des déviations, mais il s'agit de déviations autorisées. Donc on peut dévier jusqu'à un certain seuil. Le plancher minimal est à 0,1% de PIB pour l'effort structurel, mais à ce moment-là, il faut rattraper sur les années suivantes. Et toute la marge de déviation devrait être consommée, si j'en crois les données qui me sont parvenues en 2018. Et donc, il faudra aussi veiller à la suite, 2019 et 2020. Et je pense que votre commission doit avoir en tête non seulement l'année en cours, non seulement l'année suivante, mais toute la séquence qui attend. C'est la raison pour laquelle la Commission a envoyé il y a une dizaine de jours, vous l'avez dit, une lettre à la France, pas seulement à la France, aussi à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à la Belgique, parce que nous avons besoin d'informations complémentaires pour nous assurer que l'effort prévu est bien de l'ordre de 0,1%. Nous sommes en train d'analyser les éléments de précision portés à notre connaissance pour former un jugement équilibré dans notre opinion qui sortira le 22 novembre, mais qui, en toute hypothèse, je tiens à le dire, ne compromettra pas la sortie de la France de la procédure de déficit excessif, mais colorera le jugement qu'on peut porter sur les finances publiques françaises. Deuxième sujet que je voulais traiter devant vous, troisième en réalité, puisque je dis quelques mots sur l'UM, c'est le domaine fiscal. Là, le scandale des Paradise Papers nous rappelle l'urgence à agir pour plus de transparence fiscale et plus de justice fiscale. Pour le commissaire à la fiscalité que je suis, chaque nouveau scandale est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est d'abord une mauvaise nouvelle, parce que ça montre une fois encore que certaines entreprises et des particuliers fortunés sont prêts à tout pour ne pas payer d'impôts. La cupidité de certains n'a
pas encore laissé place à un altruisme de bonne facture. Et les citoyens européens qui, eux, payent leurs impôts ne supportent plus qu'il en aille ainsi. Je ne faisais pas de métaphore d'alpinisme là. Ils sont, je crois, nos citoyens, absolument outrés par ce qui se passe. Une bonne nouvelle aussi, parce que ça fait progresser la prise de conscience, notamment chez les États membres, qui ont toujours le dernier mot en matière de fiscalité. Petite notation amusée. Les jours d'Ecofin, quand il y a un scandale, ne sont pas exactement les mêmes que les jours où il n'y en a pas. On sent tout à coup les ministres davantage sensibilisés, mobilisés cette cause, alors que parfois il leur arrive d'être résistants. La Commission européenne en a déjà fait beaucoup, plus en 3 ans qu'en 20 ans, pour pousser les États membres à changer les lois et mettre fin à ces pratiques. Nous avons opéré 2 révolutions majeures qui sont en train de porter leurs fruits, qui sont, elles, déjà en cours d'application. D'abord, grâce à l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales, nous avons mis fin au secret bancaire en Europe. Le fameux compte ici ou là, qu'on cherche, qu'on piste, sur lequel on s'interroge. J'ai connu quelques exemples. C'est fini. C'est le cas parmi les 28 États membres, mais aussi avec d'autres partenaires européens comme le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Andorre, Saint-Marin. Et j'ajouterais que cet échange automatique s'est étendu à ce qu'on appelle les rescrits fiscaux, donc aux prévisions d'impôts qui peuvent être faites par les entreprises. Ensuite, en matière de justice fiscale, nous mettons en œuvre un principe qui guide toute mon action jusqu'à présent, qui est simple, qui est que les profits des entreprises doivent être taxés là où ils sont générés. Et par ce principe, nous pouvons largement limiter les transferts de bénéfices vers des fiscalités plus avantageuses et préserver la base fiscale dans les États membres. Et parallèlement, nous avons aussi interdit les schémas d'évasion fiscale les plus courants des entreprises. Il reste encore beaucoup à faire. La première chose qu'il faut faire, c'est mettre en œuvre ces directives. Je prendrai un exemple tiré de l'actualité. On a parlé d'une grande entreprise qui utilise un mécanisme fiscal prévu dans un pays que nous aimons beaucoup, les Pays-Bas, CVBV. Bien, ce mécanisme, il est prohibé par la directive de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et le message que je fais passer ici, c'est que toute directive suppose des phases de mise en œuvre qui peuvent durer plusieurs années. Là, en l'occurrence, c'est 2020. Je pense honnêtement que le plus simple et le plus digne, c'est d'anticiper. Pourquoi attendre? Et donc, avançons là-dessus. Mais au-delà de la mise en œuvre, il y a beaucoup à faire. Et de ce point de vue-là, j'ai dit aujourd'hui que 3 chantiers, il y en a beaucoup d'autres, restaient encore ouverts sur la table des ministres européens. Premier chantier, c'est l'instauration de nouvelles règles de transparence pour les intermédiaires. Qui sont les intermédiaires? Les banquiers, les avocats, les conseillers fiscaux, ceux qui, c'est bien de ça dont il s'agit dans les Paradise Papers, organisent des montages facilitant le contournement des règles et l'évasion fiscale. Ils ne sont pas forcément dans l'illégalité, mais ils profitent des failles de la loi. Et il y a là évidemment un préjudice moral qui se fait jour. J'ai proposé, c'est-à-dire il y a déjà quelques mois, avant l'été, d'imposer aux intermédiaires une obligation de transparence sur les montages fiscaux qu'ils vendent à leurs clients. Et le message que j'ai passé ce matin au Conseil Ecofin, je vous le repasse ici, c'est que les États membres doivent avancer rapidement sur ce dossier important. Il n'y a pas plus simple comme disposition. Faisons-le. Deuxième dossier, rien ne sert de devenir vertueux si le reste du monde peut attirer les évadés fiscaux. Donc il ne faut pas être naïf. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de cette année, les États membres doivent se mettre d'accord sur une liste européenne de paradis fiscaux mondiaux, assortie de sanctions dissuasives. L'idée, c'est de faire pression sur eux pour qu'ils adoptent cette liste. Je suis optimiste. Après l'Ecofin de ce matin, j'ai senti tout à coup un vent qui poussait les ministres à aller vers cette liste avec enthousiasme. Pour cette liste, pour qu'elle soit forte, il faut 3 conditions. 1, qu'elle sorte rapidement, 2017. 2, qu'elle soit crédible. L'OCDE a proposé une liste réduite à Trinidad et Tobago en juillet dernier. Le G20 a retoqué cette liste. Si nous faisions ça, alors que nos critères sont plus exigeants que ceux de l'OCDE, nous serions hors de toute crédibilité. Donc il faut une vraie liste. Enfin, troisièmement, il faut les sanctions appropriées. J'attends de nos États qu'ils se placent du côté de l'ambition. Enfin, troisième chantier, c'est les données comptables et les bénéfices des entreprises, ce qu'on appelle
pardon de cet anglicisme, le country by country reporting. Il existe déjà entre administrations fiscales. Je pense qu'il est temps qu'il soit public. C'est-à-dire que le public, les citoyens, les ONG, vous-même, mesdames et messieurs les sénateurs et parlementaires, vous ayez accès à ces données comptables et fiscales. Et le jour où vous y avez accès, alors croyez-moi, il y a un certain nombre de comportements un peu opaques, justement, qui changeront. Parce que j'ai toujours cru que c'était par la transparence qu'on luttait le mieux contre la fraude et l'évasion fiscale. C'est nécessaire, c'est possible, sans mettre en péril le secret des affaires. Je ne crois pas, pour ma part, que la transparence s'oppose à l'investissement et à la compétitivité. Je pense que l'absence de transparence est un problème qui finit par atteindre les entreprises. J'ajoute 2 mots sur d'autres sujets. La fiscalité des entreprises du numérique, vous l'avez évoqué. Comme les entreprises traditionnelles, ces entreprises doivent payer leur juste part pour le financement de nos biens et services publics. Il se trouve que notre fiscalité des entreprises a été élaborée à un siècle passé et qu'elle n'est pas à même d'appréhender des flux dématérialisés, délocalisés, et donc elle ne permet pas de saisir non seulement ce qu'on appelle les GAFAM, mais aussi toute une série d'autres entreprises. Eh bien, je crois qu'il faut inventer la fiscalité du XXIe siècle. Pour moi, ça passe par ce qu'on appelle l'assiette commune consolidée sur l'impôt sur les sociétés, qui est un bon véhicule structurel, structurant, mais je ne suis pas non plus opposé à ce que la Commission étudie un mécanisme qui soit plus simple, qui aille plus vite, mais à condition qu'il ne soit pas hostile à la solution structurelle. Et donc la Commission est en train de se préparer, comme les chefs d'État et de gouvernement l'ont demandé, à Tallinn, dans un sommet, à faire une proposition au printemps 2018. Et je pense que c'est par là qu'il faut avancer. Donc cette réforme structurelle est fondamentale. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'ai déjà été trop long. J'invite bien sûr vos 2 commissions à suivre de près les développements européens en matière de fiscalité, à peser dans le débat. Je vous invite aussi à aborder les échéances budgétaires de l'automne en ayant à l'esprit les éléments de cadrage européen que j'ai énoncés. C'est bienvenu que la France parle d'une voix forte sur la scène européenne, c'est le bon moment, et cette voix sera d'autant plus forte que rien ne pourra être reproché à la France en matière de finances publiques. Et chaque fois qu'on examine un budget maintenant, bien sûr, la dimension européenne, elle est essentielle, et le rôle de la Commission européenne est tout à fait important dans le cadre de l'Eurogroupe et du Conseil ECOFIN. Voilà les quelques éléments que je souhaiterais vous donner pour introduire nos débats. J'ai essayé au passage de répondre aux principales questions qui ont été évoquées par les 2 présidents. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, cher Pierre. Je vais peut-être dès à présent me tourner vers le rapporteur général de la Commission des Finances, notre collègue Albéric de Montgolfier, qui a déjà quelques questions à vous poser. Bref question, parce que les collègues sont sans doute nombreux. Merci d'abord, monsieur le commissaire, de la clarté de vos propos, non seulement sur le volet correctif, mais également sur le volet préventif, qu'on oublie un petit peu. Je regardais à l'instant les échanges entre le gouvernement et la Commission européenne, donc qui vont se poursuivre sans doute. Moi, j'aurais 2 questions en matière fiscale. Vous l'avez brièvement évoqué, la question tout d'abord des GAFA et plus généralement de ces grandes entreprises qui éludent l'impôt. La France a fait une proposition d'une taxe d'égalisation sur le chiffre d'affaires, notamment pour les entreprises numériques. Il y aura un taux unique et ensuite il y aura une consolidation au niveau européen. Est-ce que ça fait partie des propositions que la Commission européenne va étudier parce qu'on est toujours à la recherche, évidemment, de la bonne imposition en matière de GAFA et autres entreprises qui ont des marchés mondiaux. La deuxième question porte sur la TVA. La TVA, et là c'est peut-être 2 aspects. D'abord, puisque nous allons aborder la loi de finances, dans chaque loi de finances, il y a des amendements nombreux sur les taux de TVA, généralement pour les réduire, rarement pour les augmenter. On est parfois occupé par des petits sujets. À un moment, la Commission européenne avait envisagé d'élargir la possibilité ou de donner plutôt une plus grande liberté aux États membres pour aller vers des taux plus réduits. Est-ce que c'est toujours une piste, sachant qu'elle paraît un peu contradictoire avec la volonté d'avoir une harmonisation fiscale en Europe, ou du moins de lutter contre la concurrence fiscale déloyale? Donc, est-ce que c'est toujours envisagé de donner plus de liberté, ou la Commission reste sur le principe d'exception au taux réduit très limité? Et en fait, dernière question, elle est un peu récurrente, je vous l'avais posée l'année dernière, je la repose, la question de l'érosion en matière de TVA des
fraude à la TVA, pas seulement les mécanismes carrousel, mais notamment avec le e-commerce qui se développe et on a de plus en plus de mal à appréhender l'impôt. Voilà, il y a beaucoup d'importations aujourd'hui en France qui passent par d'autres pays. On a ensuite un régime intracommunautaire et il y a des pertes de recettes considérables sur la TVA. On parle beaucoup des autres impôts, on en parle à l'instant. On oublie trop souvent la TVA. La Commission rappelle à chaque fois les chiffres de fraude. À notre sens, ils se développent considérablement avec le développement du e-commerce. Donc, y a-t-il des évolutions envisagées de la part de la Commission dans cette matière? Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. J'ai déjà un certain nombre de doigts qui se sont levés. Donc, je vais passer maintenant la parole à Jean-Yves Lecomte, qui sera suivi de Sophie Taillé-Polian. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le commissaire. J'aurais deux questions. Je vous remercie sur ce que vous avez indiqué sur la fiscalité et sur l'actualité en la matière. Mais je reviens du Danemark, pays avec lequel la France n'a pas de convention fiscale. Et je constate que parfois les fiscalités des pays membres sont telles qu'elles sont parfois des obstacles à la mobilité et que lorsqu'il n'y a pas de convention fiscale, finalement c'est un obstacle à la mobilité, c'est-à-dire c'est un obstacle à la construction européenne et à ses bénéfices. Comment est-ce que dans vos fonctions, vous pouvez essayer de faire en sorte que les fiscalités convergent plus encore et éviter qu'on continue à fonctionner finalement avec des coopérations fiscales bilatérales qui s'appuient sur des conventions fiscales 27 fois 28 conventions fiscales au niveau de l'Union européenne, ce qui est une aberration absolue et qui finalement est une complication qui ne peut pas durer dans le système actuel. Donc c'est finalement une autre manière de voir, de dire qu'il faut aller vers plus d'harmonisation, mais comment faire lorsqu'il n'y a pas de convention fiscale entre deux pays de l'Union européenne et les obstacles à la mobilité qui sont engendrés par cette situation. Deuxièmement, je m'interroge sur finalement le débat sur le budget de la zone euro, c'est-à-dire en fait de nouvelles politiques qui exigeraient de nouveaux financements, alors qu'on est en même temps au tout début d'une réflexion sur le nouveau cadre pluriannuel, où on sait qu'on va avoir 10 milliards de moins, puisque la Grande-Bretagne contribuait de manière globale au budget de cet ordre-là, et qu'on constate que depuis 15 ans au moins, les financements propres du budget de l'Union européenne baissent. Est-ce que si la zone euro, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu renverser le système et se dire que c'est dans le cadre de la zone euro qu'on pourrait essayer de construire de nouveaux financements propres, c'est-à-dire que les pays de la zone euro contribueraient en tant que zone euro au budget de l'Union européenne et pas de considérer que c'est dans la zone euro qu'il faut dépenser pour de nouvelles politiques, mais finalement se dire que c'est la zone euro qui contribuerait au budget de l'Union européenne lorsque les pays sont dans la zone euro. Si je me fais comprendre. L'idée, c'est de dire que puisqu'on a une monnaie commune, on peut avoir une convergence fiscale et éventuellement se constituer des ressources propres pour l'Union européenne qui soient les mêmes dans tous les pays de la zone euro. De manière à faire en sorte qu'on renverse la vapeur des évolutions qu'on constate depuis quelques années de ressources propres qui baissent et de contributions nationales qui augmentent et qui finalement conduisent un certain nombre de politiques à pouvoir être renationalisées. Je pense en particulier à la PAC petit à petit. Merci Jean-Yves. Sophie Taillé-Polian. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Et puis André Gattolin se prépare. Merci. Je voudrais vous poser une question par rapport au volet préventif et aux indicateurs qui servent à construire le volet préventif, et notamment la question du sol structurel et l'écart de production. Si je ne me trompe, il y a eu l'année dernière une demande d'un certain nombre de pays européens et de parlementaires de révision du solde, du mode de calcul du solde structurel et de l'écart de production. Vous aviez vous-même, je crois, dans un courrier il y a à peu près un an, envisagé un travail approfondi sur le sujet. Je voulais savoir ce qu'il en était. Je vous remercie. Merci Sophie. J'ai donc dit André Gattolin et puis ensuite Julien Bargeton. Oui, merci Monsieur le Président. Merci
Monsieur le commissaire, pour votre exposé, je trouve très dynamique et très clair et enthousiasmant sur la période européenne, parce qu'effectivement, les chantiers sont importants, mais on sent qu'une dynamique est en train de se produire actuellement. Et je voudrais revenir en 2 mots sur la proposition qui a été faite par le président de la République française, donc d'un ministre européen des Affaires européennes et des Finances. Alors, vous avez envisagé la compatibilité avec à la limite, la superposition du rôle du commissaire en charge de ces questions. Est-ce que cette fonction pourrait englober également la présidence de l'Eurogroupe, puisque d'ailleurs le poste vient à échéance, je crois, début décembre. On ne sait pas qui va être reconduit ou conduit pour cette fonction. Et puis, il y a la question, effectivement, derrière, que vous avez peut-être moins évoquée, qui est celle d'un budget européen spécifique. Est-ce que c'est possible? Ne court-on pas quand même pas le risque, un peu comme pour le haut représentant aux affaires extérieures, d'avoir une forme de ministère européen quelque peu symbolique, compte tenu de la partie des compétences qui est commune et puis de la partie qui est souveraine, notamment en matière de fiscalité. Donc ça, c'est la première question. Et puis le deuxième point, je crois que début 2018, il devrait y avoir présentation des propositions pour le renforcement de l'union bancaire et pour celui des marchés de capitaux européens. Il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises, un plan d'action sur les technologies financières, les fintech, et notamment dans ce domaine, on envisage la création d'un passeport européen qui permettrait, je crois, aux start-up de pouvoir opérer partout dans l'Union. Donc si vous avez des éléments d'information complémentaires, je sais que des rapports sont attendus en la matière, est-ce que ça fait partie des initiatives qui seront prises très prochainement par la Commission? Je vous remercie. Merci André Gattolin, Julien Bargeton et ensuite Yannick Botrel. Oui, bonjour, merci Monsieur le Commissaire pour cette présentation très intéressante. J'aurais 3 questions. La première, c'est sur la taxation, notamment plus adaptée aux nouveaux flux digitaux, numériques et à l'économie actuelle. Vous avez évoqué l'idée d'une présence digitale dans la base, dans ce qu'on appelle donc la CIS, et vous avez dit qu'il fallait mieux éviter les bricolages nationaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage à ce sujet? Le deuxième sujet, c'est vous avez évoqué l'OCDE en disant qu'il était un peu ridicule de limiter la liste à un seul paradis fiscal. Ça, je pense que tout le monde peut le partager. Quelles sont la différence? Quels sont les critères différents? Vous avez dit que les critères de l'Union européenne étaient plus exigeants. Est-ce que vous pourriez nous faire un point sur la différence en termes de critères et leur contenu? Et puis, troisième question, sans sortir de votre devoir de réserve, est-ce que certaines réformes structurelles entreprises en France peuvent contribuer, selon vous, à la sortie de la France de la procédure de déficit excessif? Merci à Julien Bargeton. Yannick Botrel. Merci, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Commissaire européen, moi je suis personnellement attaché à l'idée européenne. Et je dois vous le dire, je suis attristé de voir qu'un doute important s'est emparé de nos concitoyens sur tous les sujets qui touchent à l'Europe, ou en tous les cas sur beaucoup d'entre eux. Et je suis troublé personnellement du temps qu'il faut aux instances européennes pour s'emparer d'un certain nombre de sujets, et je fais très clairement allusion au scandale qui vient d'éclater des Paradise Papers. Et le simple fait que ce soit la presse qui soit à l'origine de cette affaire peut interroger parce que tout simplement les instances européennes sont perpétuellement en réaction et non pas proactives sur ces sujets. Donc voilà, question qui taraude l'opinion publique. Et ensuite, il est question depuis un certain nombre d'années, en tous les cas le sujet est évoqué régulièrement, de la fiscalité des grands groupes. Puis aussi des paradis fiscaux, dont certains sont immédiatement à notre porte. Ils ne sont pas sous les tropiques, mais bien dans les eaux européennes. Alors, comment se fait-il que l'on prenne autant de temps, qu'autant de temps se passe pour apporter des réponses qui sont attendues par nos concitoyens sur des sujets qui paraissent, en tous les cas, dans les commentaires, évidents à tout le monde? Merci Yannick. Je vous propose peut-être de prendre cette première séquence de façon à permettre à Pierre Moscovici de
de nous répondre et puis on reprendra une deuxième série ensuite. J'ajouterai néanmoins une question sur ces questions de fiscalité. Monsieur le commissaire, on a bien entendu ce que vous nous dites sur la liste noire de l'Union européenne, mais comment peut-elle être crédible, cette liste, dès lors qu'elle exclurait des territoires de l'Union européenne? Vous avez cité vous-même les Pays-Bas, et Luxembourg, Malte, certains territoires du Royaume-Uni posent des difficultés. Est-elle complémentaire des listes nationales? Où va-t-elle s'y substituer? Et si c'est le cas, il nous semble qu'elle a intérêt à être assez solide pour être opérationnelle en quelque sorte. Je vais essayer de traiter d'un côté les questions fiscales et puis revenir ensuite sur les questions UEM un peu moins nombreuses. D'abord, je vais commencer par la question du rapporteur général sur la TVA. Je n'ai pas parlé, les questions sur la TVA, je n'ai pas parlé de la TVA dans mon introduction parce qu'elle commençait à devenir assez corpulente et longue, mais c'est l'autre chantier structurel avec l'Axis qui m'occupe quotidiennement. Nous vivons depuis 1993 dans l'Union européenne sous le régime provisoire de TVA qui avait été à l'époque fixé par les États membres. Du provisoire qui dure 25 ans, ça commence quand même à être long. Et le système de TVA a ses mérites, mais il a aussi ses défauts. Il génère 160 milliards d'euros de pertes de recettes annuelles, dont 50 milliards uniquement liés à ce qu'on appelle la fraude transfrontalière, et notamment à la fraude carrousel. Vous voyez qu'il y a un film qui vient de sortir, je ne fais pas de publicité, mais je vais aller le voir, sur la fraude carrousel, sur le carbone. Et on a là des pertes qui sont certaines, qui sont identifiées, et il faut absolument passer maintenant à un régime définitif de TVA. Alors ça suppose qu'on attaque le problème par plusieurs bouts. D'abord, oui, cette fraude transfrontalière, faisons en sorte de traiter les flux transfrontaliers exactement de la même manière que les flux domestiques. C'est assez simple. Deuxièmement, il y a en effet la fiscalité du e-commerce que vous évoquez, et ce matin même, nous avons été à un cheveu d'adopter une directive sur le e-commerce qui va créer un guichet unique, ce qu'on appelle un one-stop shop, et qui suppose une coopération entre États membres. Il reste des réservations d'un grand État membre, l'Allemagne, mais le nouveau ministre des Finances a pris ce matin une attitude très constructive et promis que nous allions conclure cela en décembre. Donc on va avancer sur le e-commerce. Troisième chose, je pense qu'il faut aller vers des taux réduits sur un certain nombre de produits. Je pense notamment aux e-books et aux e-publications, c'est-à-dire à la presse en ligne, parce que il est logique de considérer un e-book comme un livre et la presse en ligne comme la presse à laquelle nous sommes habitués depuis longtemps, la presse papier. Et puis, quatrième chantier, ça regroupe aussi ce que vous avez dit. Je suis en effet favorable à donner une plus grande liberté aux États membres sur le choix des taux réduits. Alors, entendons-nous bien, ça n'est pas contradictoire avec l'harmonisation fiscale. Ça veut dire simplement qu'on respecte une souveraineté fiscale dans le cadre de catégories de taux qui existent déjà, normaux, supérieurs, réduits, super réduits. Mais j'estime que ce n'est pas à Bruxelles que doit être fixée la liste des produits sur lesquels doit s'appliquer la TVA à taux réduit. Je vais prendre un exemple que j'ai connu comme ministre des Finances. M. Bizet me comprendra tout à fait. Faut-il arbitrer à Bruxelles pour la France sur le fait de savoir s'il vaut mieux abaisser la TVA sur les e-books ou sur la filière équine? Et je le dis en ayant la plus grande sympathie pour les éditeurs de livres et pour la filière équine. Je connais votre réponse. Enfin, quand je me suis trouvé dans cette situation-là, c'est vrai que les ministres des Finances ont toujours tendance à dire c'est bien que ce soit Bruxelles qui décide, mais Bruxelles ne peut pas décider. D'autant que nous sommes devant des économies assez mobiles. Donc je pense que ça fait partie des sujets qui doivent être l'objet d'une décision de subsidiarité. Donc la Commission reste, bien sûr, j'allais dire, sur cette idée. Toute une série de questions ont été posées sur la fraude, l'évasion fiscale. Je vais commencer par les questions du président au final, en disant que non, les listes nationales, la liste des paradis fiscaux que j'envisage
ne s'ajoute pas aux listes nationales, elle doit s'y substituer. Ce sera la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, à ceux qui disent, c'était le cas de Yannick Botrel, que nous sommes uniquement réactifs, non, nous sommes proactifs. Ce sera la première fois que nous avons une liste noire, pan-européenne, de paradis fiscaux, avec les mêmes pays, avec les mêmes sanctions, avec la même grille d'analyse, et je pense que ce sera une première très importante. Aujourd'hui, il y a à peu près 22 pays qui ont des listes. Certains ont des listes vides, d'autres des listes pléthoriques, à 85 États membres. La réalité est au milieu, il faut surtout avoir des critères qui sont des critères en effet assez précis et faire en sorte de les appliquer. Nous n'excluons pas les pays de l'Union européenne par principe. S'il advenait qu'un pays de l'Union européenne constitue un paradis fiscal, nous l'inscririons sur la liste. Ce n'est pas par principe, c'est parce que les pays de l'Union européenne ont accepté les standards internationaux en matière d'échange automatique d'informations. Mais c'est là où les choses deviennent un peu sophistiquées. Qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal? Il faut distinguer le paradis fiscal du pays attractif ou compétitif sur le plan fiscal, comme il faut distinguer la fraude fiscale de l'évasion fiscale ou de la planification fiscale agressive. Ce sont des notions qui sont connexes les unes aux autres, mais qui sont un peu différentes. Par exemple, ne pas confondre ce qui est légal mais immoral et ce qui est illégal, et qui est forcément, par définition, aussi immoral. Et donc, nous sommes dans cette logique. Ça n'empêchera pas de considérer que telle ou telle législation faite par tel ou tel pays doit être rectifiée. Je citais la législation néerlandaise, utilisée par une grande marque d'équipements sportifs, si j'ai bien lu les Paradise Papers. Cette législation néerlandaise, elle doit être prohibée, ce qu'on appelle le CVBV, et elle sera prohibée par la directive, et je demande qu'on ait là une anticipation sur ces décisions, qu'on ne soit pas l'arme au pied. J'ajoute que nous allons regarder de près les pratiques de certains États membres. Ce n'est pas un secret. Nous avons examiné, nous allons examiner, j'ai écrit, je n'ai pas attendu les Paradise Papers, à certains ministres, au ministre de Malte, au ministre britannique, pour examiner la situation d'un territoire qui s'appelle l'île de Man, qui n'est pas un pays membre de l'Union européenne, mais qui doit suivre nos règles parce qu'il est lié à la couronne britannique. Et donc, nous n'excluons pas là de soulever des infractions, de poser les problèmes, mais ce ne sont pas des paradis fiscaux au sens global ou systémique du terme. Voilà pour les questions du président. Alors, je remonte sur différentes questions qui m'ont été posées, sur notamment la question de M. Bargeton sur la différence entre nos critères et ceux de l'OCDE. La grande différence, c'est que l'OCDE est une institution qui n'est pas une institution européenne, même s'il est basé à Paris, qui est une institution qui a un regard confiant sur le monde. Elle suppose que par la coopération, tout s'arrange. Ce que je crois profondément aussi. Mais elle a tendance à prendre, peut-être pas pour argent comptant, mais en tout cas avec beaucoup de bienveillance, les engagements pris. Donc elle considère que dès lors qu'un pays s'engage à appliquer les standards internationaux, eh bien, ce pays ne peut pas être considéré comme un paradis fiscal. C'est ce qui explique que la liste soit extraordinairement réduite. Et par ailleurs, elle ne met pas en place tous les critères que nous avons mis en place. Les critères que la Commission a proposés et que les États membres ont en gros acceptés, je dis en gros parce qu'il y a un détail quelque part qui va avoir son importance dans la fixation définitive de la liste, c'est respecter ce qu'on appelle la BEPS, la procédure de l'OCDE justement de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, c'est l'échange automatique, ça c'est indispensable, et si possible, le taux zéro pour l'impôt sur les sociétés. Et c'est là où il va y avoir une discussion assez serrée en décembre, parce que certains pays, je vise personne, mais ceux qui peuvent être liés à des territoires liés à la couronne, vont considérer qu'on ne va pas en parler. Eh bien non, il faut en parler quand même. Parce que si on n'en parle pas, pour le coup, on va laisser filer hors des mailles du filet un certain nombre de poissons qui sont ramassés dans les Paradise Papers. Voilà la différence entre les deux. Elle vient d'une approche qui est plus coopérative d'un côté, plus contraignante de l'autre. Nous sommes une union avec un marché unique, donc il est logique que nous ayons des degrés d'exigence qui sont plus importants. Sur les questions de Yannick Botrel,
Nous avons été extraordinairement actifs depuis le début de ce mandat et proactifs. Les 3 mesures que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la liste noire de paradis fiscaux, c'est-à-dire la transparence des intermédiaires, c'est-à-dire enfin le reporting public par pays. Ces 3 propositions, elles sont sur la table des ministres. La Commission les a mises sur la table. Les investigations décidées vers Malte ou vers l'île de Man, la Commission a pris ces initiatives. Nous avons déjà adopté, depuis que je suis commissaire, 6 directives. J'ai fait 11 propositions. Aucun commissaire à la fiscalité avant moi n'a eu de tels résultats. Non pas parce que je serais meilleur, ça peut arriver, mais surtout parce que le contexte a changé, parce que scandale après scandale, la pression sur les États membres est plus forte. Donc, il faut se tourner. Quand on parle de l'Europe, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Est-ce que l'Europe, c'est la Commission européenne? Oui, la Commission européenne a le monopole d'initiative. Est-ce que l'Europe n'est que la Commission européenne? Non, c'est la somme de ses États. Et honnêtement, la pression, elle s'exerce sur les États membres. Et je me réjouis, dans ce sens-là, que les Panama Papers, les Paradise Papers, les Bahama Leaks, les LuxLeaks, tout ce que vous voulez, les Paradise Papers, poussent les États membres à changer leur fusil d'épaule. Et naturellement, les grands groupes sont au premier plan parce que, encore une fois, ce qui a été à l'origine de la procédure BEPS, c'est bien l'idée que les grands groupes, les multinationales, doivent payer leur juste part d'impôt là où elles créent des profits. Plusieurs d'entre vous m'ont interrogé, c'est le cas du rapporteur général, c'est le cas de Julien Bargeton, une 3e demande, sur la fiscalité du numérique. Je vais vous parler de façon franche, je suis là pour ça. Je pense que c'est d'abord un problème mondial qui doit être résolu dans un cadre mondial. Donc il faut jouer le jeu de l'OCDE. Même si on a des raisons de penser qu'à la fin, on n'aura pas appréhendé tous les phénomènes à travers l'analyse de l'OCDE. Mais il faut jouer ce jeu. Nous n'avons pas de raison, par exemple, de considérer que systématiquement, nous devons être dans une attitude confrontationnelle avec nos amis américains là-dessus, puisque le problème se pose aussi à eux. Mais l'Europe est une instance particulière qui doit avoir des exigences particulières. C'est la raison pour laquelle je pense que la bonne solution, c'est une solution structurelle. C'est l'assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés. Je comprends qu'on veuille trouver d'autres solutions, taxe d'égalisation sur chiffre d'affaires, publicité ou d'autres. Mais franchement, je pense que nous avons déjà le véhicule. Et la proposition est aussi sur la table des ministres. C'est une taxe sur les profits, ça on s'est identifié. Il y a un seuil à 750 millions d'euros, c'est le seuil justement de l'OCDE. Il y a la consolidation qui évite le transfert de profit d'un pays à l'autre, et ça c'est un phénomène massif. Et effectivement, Julien Bargeton, on peut y glisser là la présence digitale et identifier à travers ce qu'on appelle le data où l'activité est réalisée. Je n'exclus pas que d'autres hypothèses puissent être envisagées. La taxe sur le chiffre d'affaires, j'ai dit ce que j'en pensais moi-même. Pourquoi pas? Et j'ai demandé à mes services de l'examiner en toute bonne foi. Il ne faut pas penser que quand quelque chose est apparemment simple, ça l'est réellement. Il y a des effets de seuil qui peuvent être soulevés. Il y a aussi le risque de double imposition qui peut exister. Mais moi, je suis pour tout mettre à plat. Et je m'y suis engagé auprès des ministres. Je note qu'il n'y a pas davantage d'unité d'ailleurs sur l'un que sur l'autre. Je pense que la solution la plus ambitieuse est la meilleure. Voilà ma réponse. Mais encore une fois, je suis tout à fait ouvert. Enfin, par rapport à ce que disait le sénateur Lecomte, il y a un principe qui existe et existera dans l'Union européenne. Je suis pour plus d'harmonisation, je suis pour plus de convergence. Mais il y aura le principe de la souveraineté fiscale. Le principe qui existe notamment en matière de fixation des taux. Et on n'y reviendra pas. J'espère qu'on va aller vers de la convergence. Mais chaque fois que ce problème est posé, nous n'avons pas les moyens d'y résoudre. Et je m'y suis engagé auprès des ministres, quoi que j'en pense personnellement. Je pense simplement, et je n'ai pas répondu à cette question tout à l'heure du président de la Commission, Jean Bizet, que la proposition qu'a faite le président Juncker d'appliquer ce qu'on appelle la clause passerelle, c'est-à-dire de passer un certain nombre de sujets, notamment fiscaux, de l'unanimité à la majorité qualifiée, c'est très compliqué. Ça suppose de lever un certain nombre de tabous, mais c'est une voie d'avenir. Parmi vous, beaucoup, la majorité, la très grande majorité sont attachés à une Europe sociale. Beaucoup, la majorité, la très grande majorité souhaitent une harmonisation fiscale. Mais disons-le franchement, il n'y aura pas d'Europe sociale digne de ce nom et il n'y aura pas d'harmonisation fiscale complète tant que nous serons à l'unanimité. C'est ainsi. Tant que le veto d'un seul peut bloquer la volonté de tous,
on n'avancera pas de manière aussi décisive qu'on le souhaiterait. Je termine par quelques remarques sur l'Union économique et monétaire. Elles vont être de 3 ordres. D'abord, la question sur les soldes structurels, sur l'écart de production, le fameux output gap. Je vais élargir la question si vous voulez bien. Nous sommes en train de réfléchir, et la Commission fera des propositions dans le cadre de son paquet de décembre, à comment faire en sorte que nos règles soient plus simples, plus perceptibles, plus lisibles, et en même temps qu'elles préservent les flexibilités que nous avons mises en place. Ces problèmes d'output gap, ces problèmes de solde structurel, ils ont fait l'objet, en effet, de travaux, mais ils n'ont pas été validés par les ministres des Finances. Je note toutefois qu'avec l'harmonisation des conditions de la reprise, ces problèmes d'écart structurel se posent moins qu'hier. Si je prends par exemple la France, les analyses du gouvernement français en matière de solde structurel, d'écart de production et celles de la Commission se sont considérablement rapprochées. Mais je conviens volontiers que ce sont des notions assez complexes qui peuvent entraîner un certain nombre d'erreurs et donc il faut une simplification qui laisse de la place à la flexibilité. Deuxième chose, pour ce qui concerne le budget de la zone euro, je pense que oui, il faut aller vers un budget de la zone euro qui permette de lui donner des instruments pour plus de croissance et pour plus de création d'emplois, pour une meilleure lutte contre le chômage. C'est indispensable. Après, le champ de la discussion est ouvert. Quel volume? Est-ce que c'est une partie du budget européen ou est-ce que c'est un budget spécifique? Quelles ressources? Et je pense qu'il faut en effet penser les ressources propres de l'Union européenne simultanément aux ressources propres qui sont nécessaires pour financer un tel budget zone euro. Donc il y a un grand chantier là qui est posé. Je pense que dès lors qu'il y a budget, il faut un changement de gouvernance et passer à l'étape démocratique. Et c'est la raison, en effet, pour laquelle je pense que le ministre des Finances doit être à la fois le commissaire en charge des affaires économiques et financières, mon rôle d'aujourd'hui, et le président de l'Eurogroupe. Est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est pour plus tard? Il faudra que les ministres compétents l'apprécient. Pour moi, ce n'est pas une question personnelle, même si aujourd'hui, s'il fallait un double chapeau, il se trouve que j'en ai déjà un. Non, c'est une question structurelle, parce que c'est une question démocratique. Si on veut qu'il y ait un contrôle parlementaire, alors il faut que le président de l'Eurogroupe ne soit pas uniquement le responsable d'un groupe informel et intergouvernemental, mais qu'il soit soumis à un contrôle parlementaire. Et donc, la Commission l'étant, elle est l'instance qui s'y prête naturellement. Je vais, moi, devant le Parlement européen systématiquement, je viens devant vos commissions chaque fois que vous m'interrogez, et je le referai. C'est pas ce que peut faire le président de l'Eurogroupe, qui, lui, étant par ailleurs aujourd'hui le ministre d'un État membre, n'est responsable que devant son propre Parlement, et tous les parlements n'exercent pas un contrôle sur leurs ministres qui soit équivalent, la France n'étant pas d'ailleurs le pays qui exerce le contrôle parlementaire le plus étendu sur les ministres des Finances, je le dis en toute objectivité, connaissant un peu le métier. Et donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Enfin, 2 questions m'ont été posées de nature un peu différente. Il y a la question sur l'union bancaire, les marchés de capitaux, le passeport européen. Je veux confirmer à André Catelin que la Commission garde cet objectif, qu'il y a des propositions qui ont déjà été faites sur l'union bancaire, d'autres qui seront encore à faire sur l'union de marchés de capitaux. Et donc nous allons tout à fait aller dans ce sens-là. Dernière question, celle de Julien Bargeton sur les réformes structurelles. Julien Bargeton est un magistrat financier, donc d'excellence, qui appartient à un corps que je connais un peu, moins que lui, parce que je l'ai quitté il y a plus longtemps. Non, il n'y a pas les réformes structurelles permettent à un pays de convaincre de sa volonté de changer les structures de l'économie et de réduire certains déséquilibres. Et puis c'est supposé, bien sûr, créer des conditions favorables pour une meilleure croissance. Mais au final, sur la procédure de déficit excessif, ce qui sera regardé, ce n'est pas de savoir s'il y a des réformes structurelles, pas seulement s'il y a des réformes structurelles, c'est d'abord les déficits nominaux et structurels. Autrement dit, s'il venait à l'esprit de quelqu'un, ça n'est pas le cas du gouvernement français, ce n'est pas le cas du président de la République française, s'il venait à l'esprit de quelqu'un de dire
on va dépasser en matière de déficit, mais on va faire des réformes. Non, pas possible. Il faut respecter les règles. Il faut les respecter avec intelligence, avec des marges d'appréciation, et croyez que la Commission en fait usage. Certains me le reprochent parfois, pas en France beaucoup, mais parfois à l'extérieur. Non, c'est bien au regard des déficits nominaux et structurels, de la trajectoire de finances publiques, de sa profondeur, de sa durabilité, que la Commission examinera la sortie ou non de la procédure de déficit excessif. Voilà pour le principe, mais je veux vous rassurer, l'état d'esprit de la Commission, dans son très bon travail avec le gouvernement français, avec le président de la République, est de considérer que nous avons des raisons solides d'espérer et de croire que la France sortira de la procédure de déficit excessif en 2018. Et si je ne craignais d'être partisan, je citerai la dernière phrase de Léon Blum, je l'espère parce que je le crois parce que je l'espère. Merci, monsieur le commissaire. Moi aussi parce que j'ai raison de l'espérer, comme avait de le croire. Il nous reste un petit quart d'heure et j'ai déjà 5 inscrits. Enfin, ils étaient déjà sur ma liste lorsque je vous ai rendu la parole. Donc, on va prendre ces 5 questions et puis vous y répondrez globalement si vous le voulez bien. Donc, j'ai Michel Raison qui sera suivi de Victorin Lurel. Merci, messieurs les présidents. Merci, monsieur le commissaire et cher Franck Comtois. Une petite remarque concernant la fiscalité plus traditionnelle et une question concernant les paradis fiscaux. Sur la fiscalité plus traditionnelle, on se rend bien compte, on est en pleine discussion budgétaire, que les systèmes sont forcément lourds à faire évoluer et que l'économie elle-même évolue beaucoup plus vite. Ça a été abordé tout à l'heure avec l'e-commerce. Tous les jours, on apprend l'arrivée d'une nouvelle application, comme par exemple l'apéritif chez soi, où les utilisateurs se félicitent que 10 € c'est moins cher qu'au café du coin, sauf qu'évidemment, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'impôt. Si on prend l'e-commerce par rapport au commerce traditionnel, il n'y a pas de taxe foncière. Donc, je le dis en même temps nos différents rapporteurs, il faut qu'on réfléchisse à ça le plus vite possible parce que ça évolue à une rapidité considérable. Nos petits commerces et même les commerces plus grands disparaissent au profit de tous ces nouveaux systèmes. C'est pas forcément une critique, c'est pas forcément, mais si on n'y prend pas garde, on va avoir un gros trou fiscal au bout d'un moment et beaucoup d'injustice fiscale entre les différents acteurs. Sur les paradis fiscaux, vous avez bien dit que dans vos 3 propositions, et vous avez déjà commencé de répondre à la question, il y a cette fameuse liste noire des paradis fiscaux. Vous avez bien dit aussi qu'il fallait les définir. Mais comment fait-on pour les définir de façon relativement précise? Et est-ce qu'il faut un accord de l'Union européenne sur la définition avant de faire la liste noire? Parce qu'on a quand même des pays européens, des pays amis, les Pays-Bas, le Luxembourg, même l'Irlande. Et forcément, ces gens-là, ça fait un petit moment qu'ils en ont créé une espèce d'économie ouverte, avec une attractivité fiscale très particulière. Et on peut considérer que c'est un paradis ou on peut ne pas le considérer. Mais c'est un point, à mon avis, crucial, parce qu'on ne peut pas mettre sur une liste qu'un certain nombre de pays avec des critères de façon un peu floue, comme ça pourrait nous arranger à un moment ou à un autre et pas à un autre. Donc comment fait-on vraiment, réellement, pour fixer ces critères de façon formelle, sachant qu'il va falloir l'unanimité au niveau européen pour valider ces critères et l'unanimité pour valider la liste noire. Donc c'est quand même, à mon avis, pas si simple que ça. Et pour que ce soit juste entre tous les pays qui pratiquent des méthodes plus ou moins excessives et un peu moins excessives pour d'autres, pour arriver à ce résultat. Merci bien. En vous demandant d'être vraiment concis. Victorin Lurel. Je serai très concis, mon cher Président. Victor. Je vais laisser tomber 2 questions puisque j'ai eu des réponses en partie sur l'écart de production et les soldes structurels, sur la nature. J'avais une petite nuance avec Bachelot sur la nature des réformes, des nouvelles réformes structurelles à engager peut-être nécessairement, mais j'ai un début de réponse. Je vais centrer mes questions de manière très précise sur le coût du Brexit et quelles conséquences sur la contribution pour nous. On aura peut-être 2 ans encore de discussion. Là, le Royaume-Uni va encore peut-être contribuer, mais
A-t-on une évaluation sur ce que ça pourrait nous coûter? Et on est en plein vote du budget. J'aimerais avoir quelques éclairages sur ça. Sur les ressources propres, au-delà des difficultés évoquées, les nouvelles ressources propres, est-ce qu'on peut raisonnablement espérer aboutir sur l'IS sur une base commune et consolidée? Est-ce qu'on peut avoir quelque espoir sur la taxe carbone, sur la taxe sur les transactions financières? Est-ce que c'est dans l'agenda et quel serait le calendrier? Enfin, à titre personnel, j'aimerais savoir en termes d'obligations budgétaires. Sur le TSCG, on a signé ça en mars 2012. Quelques 7 mois après, on a pris une loi organique qui a transposé ça, si j'ose dire, en droit budgétaire national. Où en sommes-nous vraiment, au-delà des tous six-packs? Où en sommes-nous? Est-ce que c'est intégré dans les textes? Est-ce que c'est ratifié? Bref, où en sommes-nous aujourd'hui? Il me semble que si on avait suivi ce calendrier, au plus tard en octobre de cette année, on aurait dû ratifier, puisque la République tchèque n'a pas ratifié, la Croatie a souhaité être ailleurs, la Grande-Bretagne ne l'avait pas fait. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci Victorin. Emmanuel Capu et puis Didier Rambaud. Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu. Monsieur le Commissaire, 2 questions justes. Vous avez parlé du ministre de la zone euro, des Finances, du budget de la zone euro. Vous avez également abordé la question du contrôle démocratique. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi quelle était la formule de contrôle démocratique que vous proposez, parce qu'on parle beaucoup de Parlement de la zone euro, de formation zone euro du Parlement européen, d'une assemblée composée de parlementaires européens. Quel est le processus démocratique que vous avez évoqué, mais que vous privilégiez à l'avenir par rapport à cette intégration en zone euro renforcée qui est nécessaire? Ma deuxième question, elle est sur le Royaume-Uni. Vous avez également indiqué que vous avez écrit au Royaume-Uni. Il me semble qu'il y a une commission d'enquête approfondie qui est en cours à l'heure actuelle, initiée par votre collègue commissaire européenne à la concurrence, sur les pratiques fiscales du Royaume-Uni. Aujourd'hui, on le fait grâce à l'intégration européenne. Demain, avec la sortie du Royaume-Uni, est-ce qu'on risque d'avoir... Quels seront les contrôles qu'on pourra continuer à exercer au Royaume-Uni? Est-ce que c'est une question qui est évoquée dans les discussions avec les autorités britanniques? Est-ce qu'on a un risque de paradis fiscal aux portes de l'Union européenne avec le Brexit? Merci, Monsieur le Commissaire. Merci Emmanuel. Didier Rambaud. Merci, Président. Étant issu d'un territoire rural, je me dois d'interroger un commissaire européen sur le devenir de la politique agricole commune. Je crois que chacun connaît toutes les crises agricoles que nous avons vécues, qui ont laissé une large partie de nos territoires et de nos exploitations exsangues. Je pense que le monde agricole a aussi compris la nécessité de voir une politique agricole rénovée, mais peut-être pas forcément de voir celle-ci servir de variable d'ajustement de budget européen. Alors, tout simplement, je voulais connaître vos pistes de réflexion sur le devenir de cette PAC. Merci. Merci Didier. Alors nous avions Éric Bocquet, mais je crois qu'il nous a quittés. Anne-Catherine Loisier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, on a beaucoup évoqué les mécanismes de convergence et la résorption des déficits, mais je voudrais savoir si la Commission est encore sur ce sujet de l'explosion des excédents, et notamment chez nos amis de l'Europe du Nord, excédents qui, on le sait, aujourd'hui pèsent lourdement dans les stratégies des pays déficitaires. Merci, chers collègues. Alors nous allons terminer avec le président Bizet. Oui, et juste, Monsieur le Commissaire, une dernière question en matière de convergence fiscale et d'harmonisation au niveau communautaire. Dans le cas présent, si j'en crois les négociations qui sont en cours au travers des États généraux de l'alimentation, il y a un point qui me choque énormément, à savoir la création récente, l'an passé, en 2016, d'une structure par la centrale d'achat Édouard Leclerc et la centrale d'achat allemande de REWE, centrale d'achat qui s'appelle Eurelec Trading. Et quand est-ce que l'on pourra, sur des sujets extrêmement précis, corriger justement ces dérives d'optimisation fiscale sur le dos précisément des acteurs des territoires, notamment ruraux, mais dans nos deux pays, l'Allemagne et la France, au bénéfice simplement de centrales d'achat.
Alors, Jean Arthuis. Jean Arthuis, en 2013, avait déjà, sous un angle particulier, essayé de lutter contre cela. Il n'y était pas parvenu. Moi, je me permettrai de déposer un amendement dans le cadre du projet de loi de finances 2018. Mais j'aimerais voir si vous voulez, au niveau communautaire, vous avez déjà été alerté par cette structure Electrading. En une dizaine de minutes pour ces 6 interlocuteurs, est-ce possible? Je vais d'abord commencer par dire au président Bizet que non, je ne connais pas ce sujet précisément, que je regarderai avec attention l'amendement que vous déposerez, que je suis prêt aussi à examiner avec vous de manière bilatérale le dossier. Et donc, je suis tout prêt à ce que nous en reparlions, mais je n'ai pas, moi, été saisi de ce dossier en tant que tel. Et donc, je suis tout prêt à le regarder, bien sûr. Sur les questions de Victorin Lurel, sur le Brexit d'abord, je ne suis pas en état de donner ici un chiffre, puisque ça fait partie précisément des discussions que nous avons avec le Royaume-Uni. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il n'est pas question que la discussion dure 2 ans. Le 29 mars 2019, à minuit, le Royaume-Uni ne sera plus un pays membre de l'Union européenne. Il l'a décidé ainsi. On peut le regretter, mais il faut le respecter. Ce qui veut dire que c'est avant que la négociation doit se terminer, et bien avant, parce qu'il faut aussi le temps de ratifier le traité, qui sont des traités de sortie, les accords de sortie. Et donc, nous estimons que c'est entre maintenant et octobre que la négociation doit être complètement bouclée, à la fois sur le solde de nos relations, mais aussi sur notre relation future. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment d'ici à la fin de cette année qu'il faut que des progrès décisifs soient faits sur les 3 questions qui sont les questions du terme du divorce, si j'ose dire, la question financière, la question des citoyens de l'Union européenne et des citoyens britanniques dans l'Union européenne, et enfin la question de l'Irlande, parce qu'il faut éviter de recréer une frontière qui soit trop rigide. Sur les ressources propres, je vous invite à lire, et pourquoi pas interroger ici son président, le rapport de Mario Monti. Il y a toute une série de propositions qui ont été faites, une boîte à outils qui est disponible, dans laquelle on va trouver en effet les différentes pistes que vous avez évoquées, qu'il s'agisse de l'impôt sur les sociétés, de la TVA, d'une taxe carbone. Et si j'ai un regret, c'est que nous n'ayons pas encore fait de proposition sur la taxation de l'énergie, mais je serais heureux que nous en fassions au printemps prochain, et j'y travaille. Ou encore la taxe sur les transactions financières. Taxe sur les transactions financières qui est à une phase préterminale parmi les États de la coopération renforcée. Et je vais ici profiter de cette tribune pour passer un message. Si les États membres, les 10 États membres, dont la France, qui ont lancé cette coopération renforcée le veulent, ils peuvent terminer très vite. Et je les incite à sortir de l'ambiguïté. Il faut dire maintenant tu veux ou tu veux pas. Et c'est le moment de le faire, plutôt que de continuer à pousser devant soi des études techniques qui en réalité sont déjà largement achevées. Mais M. Monti peut vous informer de toute sa science sur ce sujet-là. Je suis sûr qu'il serait très heureux de venir à l'occasion devant vos commissions. Pour ce qui est du TSCG, vous avez raison. La théorie, la lettre, veut qu'on l'intègre dans les traités. Et donc c'est une question que nous allons évoquer dans le paquet Union économique et monétaire que je vous ai confirmé que la Commission allait présenter dans quelques semaines d'ici en décembre. Alors, il faut savoir que dire qu'on va intégrer le TSCG, ce n'est pas un sujet politiquement neutre, parce que certains en déduiront qu'il faut en même temps introduire les flexibilités. C'est plutôt l'approche de la Commission, c'est celle de votre serviteur. D'autres diront qu'il faut introduire les règles, uniquement les règles, toutes les règles, et donc durcir d'une certaine façon. Et donc ce n'est pas un sujet politiquement facile. La Commission essaiera de donner l'orientation qui convient. Par rapport aux questions de Michel Raison, mon vieux complice franc-comtois, en effet, il faut traiter non seulement l'économie de demain, mais aussi l'économie d'aujourd'hui. Et s'agissant notamment de la TVA, je pense qu'il faut moderniser cet impôt dans toutes ses dimensions. Mais il m'a interrogé surtout sur les critères
pour une liste de paradis fiscaux. Nous ne travaillons pas dans l'arbitraire. Nous avons d'abord fixé les critères. Les critères, ce sont ceux que j'ai donnés tout à l'heure, c'est-à-dire essentiellement BEPS, l'échange automatique d'informations, et d'éviter les territoires à impôt zéro. Après cela, le dossier a été transféré, la Commission a fait cette proposition, le Conseil l'a adopté, à un groupe qu'on appelle le groupe Code de conduite, qui est en train de travailler et qui procède, pardon, on parle trop en anglais, mais c'est comme ça, à un screening, un examen méthodique et détaillé dans les entrailles, en quelque sorte, des systèmes fiscaux des différents États qui pourraient appartenir à une liste. Et au fond, il y aura 4 paquets. Un premier paquet, les États qui n'ont pas répondu à nos demandes d'information, ceux-là seront sur la liste. Les États qui ont répondu à nos demandes d'information et qui ont satisfait les requêtes, ceux-là ne seront pas sur la liste. Il reste un paquet, c'est ça qu'on est en train de discuter dans le dernier mois, assez corpulent, en réalité, de pays qui sont, pour certains, sur la ligne, pour d'autres, ont encore des précisions à donner. Ceux qui ne les donneront pas seront sur la liste. Ceux qui les donneront ne seront pas sur la liste. Et c'est ça que les États membres vont examiner. Tout ce travail a été fait depuis un an, avec des échanges incessants, approfondis, étendus, avec l'ensemble des pays. Il y en avait 92 au départ, qui auraient pu théoriquement appartenir à une liste. Donc on est quand même sur une démarche qui n'est pas une démarche intuitive, qui est une démarche objectivée, avec un travail qui est un travail extrêmement sérieux. Par rapport à question de M. Capu, sur d'abord le contrôle démocratique. Je suis ici devant une assemblée qui appartient à un État membre, une assemblée nationale, même si ce n'est pas l'Assemblée nationale. Et donc, je crois qu'il est très important qu'il y ait un contrôle des parlements nationaux. Mais disons les choses comme elles sont. Il faut arriver à définir davantage ce rôle des parlements nationaux. Il faut, sans aucun doute, que ceux-ci soient intégrés dans le contrôle démocratique, mais ce qui contrôlera pour l'essentiel le budget de la zone euro, c'est un Parlement qui est soit le Parlement européen, soit un Parlement dérivé du Parlement européen, de la même façon que l'Eurogroupe est dérivé de l'ECOFIN. Je pense qu'en vérité, une question assez largement casuistique. On pourrait répondre, c'est la réponse du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, je la partage, que le Parlement de la zone euro, c'est le Parlement européen. Pourquoi ? Parce que créer une nouvelle assemblée parallèle, alors que le Parlement européen lui-même a déjà des interrogations sur sa représentativité, la participation aux élections, ça complique les choses. Mais libre aux parlementaires européens de la zone euro de s'organiser entre eux pour créer une commission, un comité qui examine le budget zone euro. Somme toute, hier après-midi, le lundi, Eurogroupe. Aujourd'hui, ECOFIN. Hier, nous étions 19. Aujourd'hui, nous sommes 27. On peut très bien faire ça dans le cadre du Parlement européen et c'est ce que je proposerai. Sur le Royaume-Uni et ses pratiques fiscales, le Royaume-Uni, à partir du moment où il est sorti de l'Union européenne, sera un État tiers. Et il n'aura plus à appliquer l'acquis communautaire en matière fiscale. Donc il définira de manière souveraine sa stratégie fiscale. Et on sait que peut exister ici ou là la tentation de créer une sorte de Singapour. Certains en parlent ouvertement à nos frontières. Est-ce que c'est un paradis fiscal ? Vous verrez que Singapour n'est pas forcément sur la liste des paradis fiscaux. Parce que, encore une fois, le paradis fiscal, c'est le pays qui n'applique pas les standards de bonne gouvernance. Ce n'est pas le pays compétitif sur le plan fiscal. Donc, on pourrait dire, le Royaume-Uni veut être très compétitif sur le plan fiscal. Mais, somme toute, si on raisonne, il pourrait l'être dans le cadre de l'Union européenne. Après, imaginez par exemple qu'il décide souverainement de diminuer son taux d'imposition de 10 points, ce que certains évoquent. Rien n'interdit de le faire dans l'Union européenne. Mais après, il faut compenser les pertes de recettes quand même de manière considérable. Je suis persuadé pour ma part, d'une part, que cette thèse n'est pas économiquement viable, et deuxièmement, qu'elle ne permettra pas pour autant au Royaume-Uni de s'affranchir de toutes les règles. Pas du tout même. Parce que d'abord, il devient un État tiers, et donc il est soumis au processus de screening, et deuxièmement, parce que le Royaume-Uni n'est pas de n'importe quel pays. C'est un pays membre du G20, c'est un pays membre du G7.
Et je peux témoigner, depuis 5 ans que je suis un peu dans ces affaires, d'abord comme ministre des Finances, puis maintenant comme commissaire, que les gouvernements successifs du Royaume-Uni ont été plutôt des gouvernements proactifs en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et c'était déjà les gouvernements conservateurs. Mes 2 collègues, ceux que j'ai connus pendant ces années-là, George Osborne puis Phil Hammond, étaient en première ligne dans BEPS. Et le statut particulier du Royaume-Uni fait en sorte qu'il continuera d'être un partenaire constructif, j'en suis persuadé. Sur la politique agricole commune, il est trop tôt pour en parler, puisque c'est maintenant qu'on va élaborer la mécanique budgétaire. Mais je veux ici délivrer un message, c'est-à-dire amical et français. Pardonnez-moi de le faire. Les prochaines prévisions budgétaires vont être très compliquées, parce qu'on n'aura pas forcément plus de ressources et qu'on va avoir de nouvelles politiques publiques à financer. La défense, l'investissement, l'innovation, l'éducation, l'économie du futur. Ce qui veut dire que si la balise n'augmente pas, la place de l'édredon va quand même être assez confinée. Et naturellement, et là j'ai quelques réflexes encore politiques, quelques vieux souvenirs, qui ne sont pas si loin finalement. Je pense qu'il faut être très vigilant à l'avenir de la PAC et très vigilant à l'avenir de la politique de convergence, de la politique de solidarité, au fond de cohésion, parce que naturellement ça va être dans le débat. Excusez-moi madame, mais je n'ai pas noté j'ai noté un mot. Oui. Justement, je vous interrogeais sur ce principe de convergence. On parle beaucoup de déficit et on parle rarement de la manière dont on gérera les excédents qui forcément pèsent sur les... Je me disais, je deviens un peu gâteux parce que votre question est particulièrement pertinente. Parce qu'en effet, dans les politiques que j'ai à suivre, j'ai 2 procédures à ma disposition comme commissaire. La procédure de déficit excessif, on en a beaucoup parlé. Il y a une autre procédure qui s'appelle la procédure de déficit macroéconomique. Cette procédure de déficit macroéconomique, elle suppose qu'on soit capable de souligner les déséquilibres qui peuvent exister dans telle ou telle économie. Si je prends l'exemple de la France, il y a des déséquilibres excessifs, ce n'est pas la peine d'aller les chercher. C'est d'abord le déséquilibre des comptes courants, déséquilibre de la balance des paiements, déséquilibre extérieur. Mais d'autres pays ont des déficits, des déséquilibres qui vont dans l'autre sens. Des excédents. Les excédents allemands, les excédents néerlandais, avoir 9, 10%, allez, restons à 9, d'excédents, ça pose un problème parce que c'est un excédent d'épargne et parce que ça pèse sur la croissance de la zone euro. Donc, il faut en effet être très persistant là-dessus et je le dis devant vous, ces déficits doivent être réduits. Et doivent être réduits par un effort supplémentaire d'investissement, notamment d'investissement dans les infrastructures. Il est vrai que cette procédure est moins contraignante que l'autre, mais elle est politiquement tout aussi importante, et il faut être capable non seulement de... Je ne veux pas traquer les déficits, mais je ne veux pas oublier les excédents. Voilà pour cette audition de Pierre Moscovici devant les sénateurs. Hier, le commissaire européen aux affaires économiques et financières qui s'est dit à l'offensive dans le contexte du scandale des Paradise Papers. Un scandale qui néanmoins montre bien l'impuissance des États à réguler la fiscalité mondiale, voire un certain manque de volonté politique. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.